Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. Avant de vous plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, je dois vous dire quelques mots, parce que ce qui va suivre, c'est un de ces contenus qui résume, à eux seuls, l'état réel du monde en ce moment. Et le monde, en ce moment, il ne ressemble pas du tout à ce que vous montrent les grandes chaînes d'information. Il ressemble plutôt à un plateau d'échecs, où plusieurs pièces maîtresses viennent de se déplacer simultanément, et où les puissances qui croyaient contrôler le jeu commencent à réaliser qu'elles ont perdu le fil. Nous sommes le 16 mai 2026 et en l'espace de 48 heures, plusieurs événements majeurs se sont produits en même temps. Donald Trump vient de terminer une visite de 2 jours en Chine auprès de Xi Jinping, sans communiqué commun, sans accord contraignant, sans conférence de presse conjointe, ce qui signifie que derrière les sourires officiels et les poignées de main filmées, les deux superpuissances ne se sont pas entendues sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Taïwan, c'est l'Iran, c'est l'ordre mondial lui-même. Après 2 journées de réunion à hauts enjeux avec Xi Jinping, Trump ne s'est pas engagé à approuver la dernière série de ventes d'armes à Taïwan. Et là, je vous demande de bien peser ce que cela signifie. Car les États-Unis, depuis des décennies, avaient toujours maintenu une ligne claire. La défense de Taïwan est non négociable. Et là, brusquement, Trump a déclaré que le contrat de vente d'armes de 14 milliards de dollars représentait une très bonne monnaie d'échange. Il a ajouté « Je ne l'ai pas encore approuvé. Je vais voir ce qui se passe. Je le mets en suspens. Et cela dépend de la Chine. » Voilà. La politique étrangère américaine réduite à un argument de bazar. Pendant ce temps, sur un autre front absolument décisif, la crise du détroit d'Ormuz continue de faire des ravages planétaires. Le conflit a provoqué la restriction de la quasi-totalité du trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz, menant à ce que l'Agence internationale de l'énergie a qualifié de plus grande perturbation de l'offre dans l'histoire du marché pétrolier mondial. Le directeur de l'AIE a décrit la situation comme le plus grand défi jamais rencontré en matière de sécurité énergétique mondiale. Voilà ce que vivent les marchés mondiaux en ce moment. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une simulation, c'est la réalité brute. Et pendant que tout cela se passe, que fait le Royaume-Uni? Sûrement l'un des pays les plus exposés à cette crise énergétique. Il annonce, dans le discours du roi, l'Energy Independence Bill, une loi annoncée le 13 mai 2026 qui interdit définitivement tout nouveau permis d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. Vous avez bien entendu, au moment précis où l'Europe brûle ses réserves énergétiques à toute vitesse, le Royaume-Uni décide de se priver définitivement de ses propres ressources fossiles. Le pétrole et le gaz représentent encore approximativement les 3/4 du mix énergétique britannique. Et la majorité de ces combustibles sont désormais importés de l'étranger. Et sur le front de la guerre en Ukraine, les combats continuent, la Russie avance, les drones tombent, et l'Europe continue de promettre des armes qu'elle ne possède plus vraiment. Voilà le monde dans lequel nous entrons dans cette vidéo. Un monde où les certitudes s'effondrent, où les alliances se fissurent, et où les décisions prises aujourd'hui vont façonner les décennies à venir. Je vous invite donc à regarder cette vidéo attentivement, avec un œil critique, et à revenir me retrouver à la fin pour une analyse approfondie. Bonne écoute. États-Unis d'Amérique, puissance déclinante, qui lutte contre son effondrement politico-économique, et la Chine, qui attend tranquillement que l'autre se prenne les pieds en tapis, et ça a bien commencé. On en est là. Mais les Américains ont dit... Ебануться. Нихуя себе.
Eh bien, bonjour, c'est encore moi. Nous sommes le 16 mai 2026 et c'est samedi. Mes félicitations donc à tous ceux qui ont survécu ou qui ont enfin atteint leur week-end tant attendu. Et j'ai délibérément affiché ce clown de la vie politique française. C'est un pervers et c'est l'un des dirigeants qui s'est bien assuré que M. Macron soit élu pour son second mandat en France. Monsieur Mélenchon, et il a raison dans le sens où il écrit le sort des États-Unis. Et c'est exactement ce qui se passe. Cependant, je veux me présenter un peu ici comme l'avocat du diable, si vous voulez. Mais je veux dire, et je veux prévenir immédiatement quiconque se précipiterait dans les commentaires pour dire « Oh ouais, tu en as contre l'Europe ». Eh bien oui, parce que je comprends ce qu'est l'Europe. Mais que cette chose vienne de France, c'est tellement riche que je ne sais même pas comment l'expliquer. Parce que la France est essentiellement, comme je l'ai dit de nombreuses fois, une fois que vous enlevez ce petit arsenal de dissuasion nucléaire qui n'est pas si grand, ce n'est rien de plus qu'une puissance de second rang. Et la seule chose vraiment notable qu'elle possède, bien sûr, c'est Airbus, qui est bien entendu un consortium international. Et la France n'est pas seule dans la production de ces avions, par ailleurs assez bons. Mais donc, Mélenchon dit des évidences et ne procrastinons pas, pour ainsi dire. Allons faire essentiellement le bilan de la visite de 2 jours de M. Trump en Chine. Et les médias chinois sont venus avec cette chose aujourd'hui. Et c'est vrai à bien des égards. Mais encore une fois, vous devez comprendre que la Chine, avant que Trump s'y rende, avait produit 4 lignes rouges, pour ainsi dire, sur lesquelles elle ne ferait aucun compromis. Et la plus importante d'entre elles, la plus critique pour eux, c'est la question de Taïwan. Nous le savons, et vous connaissez tous la position officielle de Washington, à savoir qu'ils, vous savez, reconnaissent globalement la souveraineté de la Chine sur Taïwan. Mais bien sûr, la position officielle n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Et nous parlerons du contrat Boeing tout à l'heure, mais ce qui est important concernant cette visite en ce qui concerne Taïwan, c'est ceci, c'est ce que The Hill a publié aujourd'hui, le rapport, si vous voulez, sur ce qui se passe. Et voilà, Taïwan publie une déclaration en réponse aux commentaires de Trump. Et quels sont ces commentaires ? Eh bien, Taïwan a répondu à l'hésitation exprimée vendredi par le président Trump à soutenir une vente d'armes américaines à Lille après 2 jours de réunion avec le président chinois Xi Jinping. D'accord, oui, mais Trump était hésitant, et je peux le confirmer, parce que, voilà, le ministère des Affaires étrangères de Lille a souligné la politique américaine longtemps établie et constante envers Taïwan, dans une déclaration publiée hier concernant les ventes d'armes à Taïwan. Il s'agit non seulement d'un engagement de sécurité envers Taïwan explicitement stipulé dans la loi sur les relations avec Taïwan, mais aussi d'un moyen de dissuasion conjoint contre les menaces régionales. Le ministère a déclaré quelle est la menace régionale ? Bien sûr, c'est la Chine. Et bien sûr, les États-Unis armant Taïwan depuis des années maintenant. Voilà donc la situation. Taïwan apprécie le soutien continu du président Trump à la sécurité des échanges transdétroits depuis son premier mandat, avec la dernière vente d'armes annoncée atteignant un niveau record. La déclaration a poursuivi, la coopération étroite entre Taïwan et les États-Unis a toujours été la pierre angulaire de la paix de part et d'autre du détroit de Taïwan. Eh bien, en fait, oui, vous pouvez dire paix, oui, bien sûr. Je suis sarcastique, naturellement. Mais voilà la situation. Il s'agit d'un très gros lot d'armes. L'administration Trump a fait face à une pression bipartisane du Congrès pour concrétiser l'accord de vente d'armes de 14 milliards de dollars à Lille, une initiative à laquelle le gouvernement chinois s'oppose. Eh bien, voilà clairement une nouvelle version du CAAS 2.0. Un groupe de 8 sénateurs républicains et démocrates a exhorté Trump, dans une lettre lundi, à aller de l'avant avec la vente. Principalement des ventes. Eh bien, 14 milliards
c'est une sacrée somme d'argent. Et l'une de ces ventes implique évidemment que les États-Unis aient armé Taïwan avec des complexes de défense antiaérienne. Oui, c'est toute une autre histoire. Mais oui, ils leur vendaient des harpoons, par exemple, comme missile anti-navire. Et bien que ce missile soit essentiellement, il arrive en fin de vie, il est subsonique, avec une portée descente de plus de 500 km. Évidemment, il représente une menace pour, par exemple, ce que les Chinois appellent la PLM, ce qui est vraiment amusant à prononcer, parce que ça fait l'armée populaire de libération de la marine. Ce qui est un peu, oui, bizarre, mais oui, c'est la marine chinoise. Et oui, la Chine mène constamment des exercices dans lesquels elle s'entraîne au débarquement amphibie et à la capture de Taïwan. Mais évidemment, les Chinois eux-mêmes ne veulent pas faire cela de manière militaire. Ils veulent le faire de manière évidemment pacifique, ce qui soutiendrait également, bien sûr, la légitimité de la réunification. Mais les États-Unis sont dans le chemin ici, et cette histoire va continuer. Mais Trump, en fait, oui, il était hésitant, et l'une des raisons pour lesquelles Trump est hésitant, nous devons également garder à l'esprit que, et c'est là que nous arrivons à l'avion, il a en quelque sorte négocié le contrat pour 200 avions civils Boeing. Les gens ont dit « Oh, il devait s'agir d'un contrat phare pour 500 avions. Nous devrons attendre et voir. » Mais évidemment, comme vous pourriez le comprendre, les spéculateurs, ce qu'on appelle les actionnaires, les actions de Boeing, ont quelque peu décliné parce qu'ils attendaient 500 et maintenant ils ont un contrat de 200 avions. Eh bien, un contrat de 200 avions est aussi important. Et nous devons garder à l'esprit, et c'est aussi la chose qui est en quelque sorte derrière la scène, derrière le rideau, si vous voulez, et derrière des portes fermées, en quelque sorte. Nous savons cela, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, que les États-Unis ont essentiellement bloqué la fourniture des ZE, moteurs LEP, pour le propre C-910 à 9 chinois, le programme de l'avion dit indigène. Il n'est pas vraiment indigène, c'est pratiquement un avion occidental. Tout est fabriqué aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Il est en rade parce que, évidemment, sans moteur, les avions ne volent pas. Et le fait que les Chinois aient accepté d'acheter 200 Boeings est aussi révélateur d'un certain nombre de choses, surtout quand vous considérez le fait que l'un des psychopathes du Conseil européen des relations étrangères, son fondateur, Marc Lazarus, bénéficiaire évident de l'argent de George Soros, c'est ce qui est à la base de ce think tank, a appelé à être aussi chinois que les Chinois eux-mêmes, ce qui signifie qu'ils voulaient en fait saboter les ventes en refusant la mise à jour logicielle pour les 500 avions Airbus que la Chine exploite. Donc, la Chine est dans une situation difficile ici, et nous devons donc attendre et voir où cela nous mène. Mais tout de même, 200 avions Boeing, c'est un contrat significatif, et il y a un autre facteur ici lié à la Russie, avec son moteur PD-14, qui, théoriquement, vous savez, pourrait remotoriser ce C-910 à 9 en rade, qui est un avion à fuselage étroit, monohalé, à moyenne portée, essentiel pour les voyages quotidiens. Comme vous le savez, partout, vous savez que la principale vache à lait de Boeing, par exemple, c'est bien sûr le Boeing 737 dans ses différentes versions, et il en va de même pour Airbus, dont les principales vaches à lait sont tous ces A320, A320E1 et A320 Neo. Donc, quand vous regardez ça, c'est un tableau mitigé. Mais manifestement, Trump est maintenant sous pression pour faire quelque chose concernant l'armement de Taïwan. Et que puis-je dire ? Les deux côtés, comme vous le savez, et la dernière fois, lors de ma vidéo, j'ai déclaré que nous devions attendre le communiqué. Eh bien, devinez quoi ? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de conférence de presse conjointe. Ils ont simplement pris congé, et cela vous dit que rien n'a abouti à quoi que ce soit, vous savez, sans aucune décision politique, géopolitique sérieuse. Et dans ce cas, si vous le regardez de ce point de vue, et surtout quand vous pouvez aller
sur le blog de Larry Johnson et lire son point de vue là-dessus, le fait est que même les comptes rendus du département d'État respectifs et essentiellement du ministère des Affaires étrangères chinois, ils se lisent différemment. Et c'est normal habituellement, parce que les deux parties, peu importe si c'est les États-Unis ou la Chine, eh bien, sauf quand on parle de la Russie et de la Chine. Habituellement, ces communiqués se lisent très similairement dans le même esprit, pour ainsi dire. Mais ici, oui, c'est normal pour eux de se lire différemment, chaque partie essayant de prétendre qu'elle veut quelque chose. Mais la réalité est que l'impasse géopolitique entre la Chine et les États-Unis est essentiellement dans une impasse. La Chine ne peut pas faire de compromis sur Taïwan. Les États-Unis ne peuvent pas non plus faire de compromis sur ce diamant. Et vous avez vous-même entendu la dernière fois, c'est quasiment mot pour mot, Marco Rubio qui en parlait, et il était désinvolte. Oui, la Chine connaît notre position, nous connaissons la leur, et c'est ainsi. Et oui, c'est ainsi. Mais cela nous amène à la situation en fait plus importante. Et c'est bien sûr la situation avec le détroit d'Ormuz. Et le fait que nous commençons à voir toutes sortes de choses qui se passent en termes du détroit d'Ormuz, parce que, eh bien, pour commencer, nous pouvons dire que les réserves énergétiques européennes sont en chute libre. Et nous devons également comprendre que, par exemple, l'industrie chimique au Royaume-Uni a pratiquement cessé d'exister en tant que telle, il n'en reste plus. Et il en va de même pour l'industrie chimique en Allemagne, qui est en train de mourir, sinon déjà morte, eh bien, elle s'en approche. Et donc, oui, les réserves, eh bien, sont tout simplement en train de s'effondrer. Et puis nous avons cette situation. Reuters rapporte que, soudainement, les principaux marchés asiatiques de gaz naturel liquéfié stimulent l'utilisation du charbon, alors que la guerre en Iran limite l'approvisionnement. Nous avons donc cette pression énorme appliquée aux marchés internationaux. Et, peu importe ce que vous faites, même ici, lisez juste ceci. C'est tout simplement ahurissant. Le Royaume-Uni, hier, le Royaume-Uni s'apprête à interdire définitivement les nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord. Je ne sais pas, ces gens sont suicidaires et c'est exactement ce qu'ils font. Ils tuent leur propre pays. Et le gouvernement britannique va introduire une législation interdisant de nouvelles licences d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord dans le cadre de son projet de loi sur l'indépendance énergétique. Je ne sais même pas ce que cela signifie. L'indépendance énergétique, c'est totalement à l'opposé, à 180 degrés à l'opposé du sens de ce qu'ils essaient de faire. Et donc, les critiques soutiennent que cette politique augmentera la dépendance de la Grande-Bretagne aux combustibles fossiles importés tout en nuisant à l'industrie pétrolière et gazière de l'Écosse. Exactement. Et ils sont suicidaires. Pourquoi ? C'est toute une autre histoire. Et j'ai aussi écrit un livre à ce sujet il y a 5 ans. Vous vous souvenez de ce livre ? Il s'appelle « Désintégration ». Et donc, c'était essentiellement une déclaration du roi Charles III. Et que puis-je dire ? Je veux dire, je peux seulement me gratter la tête. Je n'ai pas d'explication rationnelle à ce qui se passe. Et vous voyez, l'Europe est aussi folle que le sont les États-Unis aujourd'hui. L'Europe est juste absolument, je veux dire, dingue. Et c'est le résultat de leur soi-disant élite et de quiconque les contrôle. Vous savez, le capital les contrôle. Ce sont des prostituées comme Mélenchon. Ils diront et chanteront tout ce dont ils ont besoin pour rester au pouvoir ou avoir accès aux leviers d'influence. Et qu'est-ce que cela nous apporte ? Et écoutez, je suis un russo-américain. Vous savez, je vis aux États-Unis, j'aime ce pays. Mais voici la chose liée. Et oh boy, ceci est absolument mauvais si vous regardez. C'est publié hier et c'est le Pew Research Center. La majorité des Américains estiment que les meilleures années du pays sont derrière nous. En fait, ils n'ont pas tort, autant que ce soit triste à admettre. Mais les États-Unis sont essentiellement ingouvernables aujourd'hui. C'est bien, c'est pas souverain. Et donc,
à l'approche du 250e anniversaire des États-Unis, 59% des Américains déclarent que les meilleures années du pays sont derrière eux, tandis que 40% disent que ces meilleures années sont à venir. D'accord. Je me demande qui dit cela. Voilà où nous en sommes. C'est la répartition pour ainsi dire. Si vous regardez fondamentalement la répartition raciale et de revenus, eh bien, voilà ce que c'est. Vous pouvez voir vous-même que les personnes à faible revenu et à revenu moyen sont celles qui, eh bien, sont les plus convaincues que, essentiellement, c'est terminé pour les États-Unis tels qu'ils étaient. Vous pouvez voir vous-même que les Noirs et les Hispaniques sont également en majorité, une majorité significative, lorsqu'ils disent que les meilleures années sont passées, et donc vous devez être totalement, je sais pas, voilà, les hauts revenus se divisent 50-50, mais la réalité sur le terrain, pour les États-Unis, n'est pas bonne. Nous le savons, et je veux souligner une chose très simple. Quand on regarde défensivement, et encore une fois, je reviens à mon livre qui a été écrit avant que l'opération militaire spéciale ne commence, nous avons cette situation que les États-Unis, essentiellement, se précipiter, vous savez, vers ce mur de béton que représente la résolution russe, son économie et son complexe militaro-industriel. Et une fois qu'ils l'ont heurté, après ça, il n'y avait plus rien à en faire vraiment, parce que comme tout véhicule d'essai quand on réalise un crash test, il fonce dans ce mur et commence à se désintégrer. Évidemment, parce que nous regardons des structures gigantesques, vous savez, des civilisations humaines, des nations et tout ça. Cela prend un certain temps, mais cela a finalement rattrapé la situation. Cela a rattrapé la situation de la défaite militaire humiliante en Iran, et le fait qu'Iran contrôle maintenant environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, et d'autres choses. Et vous savez quoi? Il n'y a rien que les États-Unis puissent faire à ce sujet. Ils peuvent relancer la guerre, ce qui signifie essentiellement lancer ce qui reste en termes d'armes de précision, puis essayer de voler dans l'espace aérien iranien, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais vous savez, qu'est-ce que j'en sais? Donc, qu'avons-nous? Nous avons donc beaucoup de choses que nous devons aborder en termes de événements sur l'opération militaire spéciale. Parce que les gens ne reconnaissent toujours pas le fait que ce qui se passe dans l'opération militaire spéciale, cela affecte vraiment pratiquement tout ce qui se passe dans le monde, conjointement, bien sûr, avec la situation dans le détroit d'Ormuz et la guerre américano-iranienne. Et ici, je veux commencer avec mon cher ami Pepe Escobar, qui a parlé en fait avec Solane Ahmed hier, je crois, et le sujet était que les BRICS sont morts parce que essentiellement l'Inde s'est alignée sur les États-Unis et Israël. Monsieur Modi, vous savez, Monsieur Modi a rendu visite à Monsieur Netanyahou, littéralement à la veille de l'agression d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Et donc, à cause de cela, comme vous le savez, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, d'une certaine façon, l'Inde est vous savez, le mouton noir, pour ainsi dire, qui a essentiellement sapé les BRICS. Je ne pense pas que nous devions être vraiment aussi pessimistes à ce sujet. Autant que j'aime Pepe, je ne pense pas qu'il ait raison ici. Et le fait que l'Inde se soit en quelque sorte révélée être cet œuf pourri, si vous voulez, eh bien, cela ne change pas tout. Parce qu'en fin de compte, c'est comme il a été dit à plusieurs reprises, la Chine et la Russie qui mènent fondamentalement toute cette affaire. Et le fait que, oh oui, des membres des BRICS sont partis et ont commencé à attaquer d'autres membres des BRICS comme l'Iran, et nous parlons de membres des BRICS comme l'Arabie Saoudite qui avait posé sa candidature et d'autres États arabes. Eh bien, cela ne change rien parce que les BRICS ne sont pas une organisation politique, c'est une organisation économique pour l'instant. Quand ils évolueront essentiellement vers une structure politique, c'est toute une autre histoire.
mais personne n'empêche fondamentalement l'Inde, ou pour sa part l'Arabie saoudite, ou qui que ce soit d'autre, de mener sa propre politique étrangère. Une partie sera évidemment, incohérente, si vous voulez, et évidemment dictée par des intérêts locaux et nationaux. Étant donné qu'il s'agit en substance d'intérêts éclairés, certains d'entre eux sont juste fondamentalement, comme les Émirats arabes unis, n'attaqueront pas l'Iran. Je veux dire, oui, en secret, parce qu'évidemment, l'Iran éteint les lumières à Dubaï et dans le reste des Émirats arabes unis, et au Qatar, et ainsi de suite. Donc c'est compréhensible. C'est la volatilité géopolitique à laquelle vous pourriez vous attendre. Après, ce dont je dois convenir avec Mélenchon, oui, même si j'aborde ce type, je veux dire, mais il a tout de même raison. Les États-Unis ont trébuché, et rappelez-vous cette fameuse publicité que les gens de ma génération connaissent. « Aidez-moi, je suis tombé et je n'arrive pas à me relever ». Vous savez, c'est exactement ce que c'est. Vous savez, c'était cette chose, vous aviez le pendentif, et quand vous êtes une personne âgée, vous tombez et vous ne pouvez pas vous relever. Vous criez dans ce petit appareil, et ça diffuse votre SOS à tout le monde pour qu'ils viennent vous aider à vous relever. Les États-Unis sont dans la même situation. Et c'est le résultat non seulement de l'administration Trump absolument folle, c'est le résultat de la mauvaise gestion absolue du pays de la part des démocrates, de Biden et d'Obama, et avant cela, George W. Bush. Donc, c'est vraiment pas nouveau, c'est juste que c'est arrivé maintenant à un point de rupture, et tout le monde le voit, et vous ne pouvez pas le nier. Et surtout, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si vous parlez de géopolitique, vous devez parler d'équilibre des forces. Qu'est-ce que l'équilibre des forces ? C'est la corrélation des forces et des moyens qui est basée sur l'économie réelle et le paradigme technologique dans lequel vous vivez fondamentalement en termes de guerre. Et voilà la situation que représentent les États-Unis aujourd'hui, une force pratiquement obsolète. Elle est obsolète en termes opérationnels et même technologiques. Et donc, qu'avons-nous si nous allons maintenant regarder Kiev, s'amuser, oui, vous avez vu vous-même que ça, s'amuser littéralement. Et donc, nous allons voir le bilan d'hier. En fait, pas d'aujourd'hui, c'est le bilan d'hier. Et la raison pour laquelle, par exemple, les drones sont surlignés en jaune, c'est parce que, comme vous l'avez vu vous-même, des centaines et des centaines chaque jour, ils tuent des civils, ils attaquent des immeubles d'appartements, et ils font ça depuis toujours. Et c'est le mode opératoire de l'OTAN, parce que ce n'est pas une force militaire viable, elle ne peut pas mener une vraie guerre. Donc, que font-ils ? Ils fournissent, et essaient de fournir, bien sûr, au régime de Kiev, toutes sortes de drones. Et ils parlent comme ce Pistoricus et les Allemands, qui rencontreront probablement bientôt quelque chose de très désagréable pour eux, en pensant pouvoir continuer avec ce qu'ils appellent les frappes profondes. Ils ne le pourront pas, et donc, oui, 562 ont été abattus, c'est la défense aérienne russe, et elle est très efficace. Mais bien sûr, comme je l'ai déjà dit, parfois vous avez une fuite ou deux, et principalement, ils frappent fondamentalement des infrastructures civiles et la population civile. Nous pouvons donc maintenant aller voir ce que M. Gerasimov a fait hier quand il a visité le groupe d'armées Ouest-Zapad. Voici les thèses du discours du chef d'état-major général des forces armées russes, le général d'armée Valery Gerasimov. Et il parle essentiellement de ce qui se passe. Les Russes continuent d'avancer chaque jour. Chaque jour, ils libèrent un hameau, une ville ou un village. Et donc, il parle du fait que les unités de la 6e armée avancent dans la direction occidentale depuis Kopansk, en direction générale de Chivtenkala. Et il parle de la libération de Kova avec des batailles qui se poursuivent à Virchapovka. Des unités de la première armée blindée ont libéré le village de Baravaya. Et donc la 20e armée, ayant terminé la libération de la République populaire de Lougansk, avance sur le front blanc vers l'ouest, dans la région de Kharkiv.
Et bien sûr, les unités d'assaut de la 25e armée continuent les combats de rue pour libérer Krashlena, un important centre administratif et carrefour ferroviaire où 85% du territoire de la ville est sous notre contrôle. Et donc, si nous allons voir notre bon ami Maratioun et le colonel Popov, vous pouvez voir vous-même ce qui se passe, par exemple, dans la région de Zaporojie. Regardez ça. Et ce que vous voyez surligné en jaune, et surtout dans Koushtchoum et Gregorovka, ce sont des batailles qui sont maintenant, pour toute fin pratique, en train de se dérouler dans les lointaines banlieues de Zaporojie. Eh bien, vous devez garder à l'esprit que ces flèches bleues ne font que démontrer, pas dépercer, elles démontrent des contre-attaques. Toutes ces contre-attaques des forces ukrainiennes ont été repoussées avec d'énormes pertes pour elles. Et comme vous pouvez le voir vous-même, leur mouvement vers Zaporojie continue. Peu importe ce qu'ils font, ils n'ont tout simplement pas les ressources pour une quelconque offensive réelle. Ils mènent des attaques localisées, ce qu'on appelle des tempêtes de moustiques. Et si nous allons maintenant vers Vovtchansk, c'est Kharkiv, et vous pouvez voir vous-même que cet intestin, si vous voulez, continue de croître le long de la ligne de la rivière Seversky-Donets. Et oui, mouvement partout, et d'une manière ou d'une autre, juste hier, si je me souviens bien, vous pouvez vérifier par vous-même, l'armée russe a libéré encore quelque chose comme 30 plus de kilomètres carrés de territoire et continue d'avancer en créant ces zones tampons tout en avançant vers Zaporojie et quoi qu'il advienne là-bas. Vous vous rappelez quand Vladimir Poutine a déclaré que la guerre serait bientôt terminée. De nombreuses personnes ne comprennent toujours pas ce qu'il voulait dire. C'est pas comme si « oh, les Russes vont juste s'arrêter ». Non, cela va être un arrangement très différent et quoi qu'il arrive. Et voici le problème. Vous pouvez aller écouter notre bon ami Scott et vous pouvez écouter d'autres personnes. Vous pouvez aller écouter Daniel Davis et sa conversation avec Dimitri Poliansky, qui est maintenant le représentant russe à l'organisation essentiellement défunte qu'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il dit ouvertement que oui, la patience russe est épuisée et, comme je l'ai déjà dit, ce qu'on appelle le soutien diplomatique et l'escorte, pour ainsi dire, de cette intention globale de la Russie de faire quelque chose, est maintenant en plein régime. Ce qui signifie que la diplomatie russe travaille maintenant dur pour préparer ce qui va venir. Qu'est-ce qui va venir ? Eh bien, l'Allemagne sera probablement très durement touchée. Et évidemment, ce seront des installations militaires. Et s'il continue comme Monsieur Pistorius, je veux dire qu'il sait ce que ce sera. Il y a donc aussi l'autre problème français. Par exemple, la France, comme j'en ai parlé hier lors de l'émission Radicale et déchaînée de Randy Ranting, avec CM Jeff Galen, qui était membre de la DGSE pendant 20 ans. Elle était très catégorique quand nous parlions du sabotage par l'administration Boris Johnson et Biden des négociations à Istanbul en 2022. Elle a dit « Attendez, c'est pas vraiment Boris Johnson. C'est Macron qui était le gars qui a mené la charge, pour ainsi dire, pour saboter ces négociations. Je savais que Macron était impliqué. Je ne savais juste pas qu'il avait un rôle de premier plan. Et donc, dans ce cas, est-ce que la France peut, en fait, essentiellement, recevoir sa correction, pour ainsi dire. Je peux vous dire une chose, la Russie peut en fait anéantir la dissuasion nucléaire de la France très rapidement. Et pour quiconque pense que c'est difficile, je veux dire, c'est dangereux bien sûr, mais je veux dire, vous pouvez être sûr que les Russes ont les moyens fondamentalement de traiter la résultante, que je veux dire, qui sera la dévastation et l'anéantissement de la dissuasion nucléaire française, parce que, principalement, à part ces Mirage 2000 qui sont capables de porter ce missile nucléaire supersonique, c'est pourquoi d'ailleurs la France veut les positionner plus près de la Russie, parce qu'évidemment, la stabilité au combat de la dissuasion nucléaire française est très faible. Elle possède les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et si vous allez voir cet claironnement de gorge, vous pouvez voir vous-même, si vous regardez
bien la presqu'île de Lélon. Ce n'est pas loin de Brest et c'est la principale base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, dont il n'y en a que 4. Habituellement, vous avez ce genre de choses. Il y en a 3 attachés à quai dans différentes conditions. L'un est en alerte intermédiaire, bien pas immédiate, mais je veux dire à un niveau élevé de disponibilité au quai en patrouille de combat. Et 2 d'entre eux, l'un est probablement en décontamination ou fait quelque chose de type prévision à courte durée, l'autre est probablement en dock en cours d'une sorte de maintenance. C'est la seule chose qu'ils ont, outre là, comme je l'ai déjà dit, composante aérienne fondamentalement, sur les très vieux Mirage 2000. Donc, c'est pas vraiment difficile de s'en débarrasser d'un point de vue technique parce que vous pouvez tracer, vous pouvez suivre le sous-marin nucléaire lanceur d'engins français en Méditerranée ou sûrement quelque part dans l'Atlantique, et les Russes ont suffisamment de moyens pour cela. Et après ça, vous savez, la frappe sur l'Europe pour l'échauffement est en train de devenir une chose pratiquement décidée en Russie. Quoi qu'il en soit, qui sera frappé en premier, c'est toute une autre histoire. Y aura-t-il cette guerre massive en Europe ? Pas nécessairement. Et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas dans les secrets du processus décisionnel du Conseil de sécurité russe, par exemple, mais tous les indicateurs pointent vers ce résultat, y compris, comme je l'ai déjà dit, M. Polyansky, qui est un haut diplomate russe. Je connais Dmitri. Nous avons été ensemble à plusieurs reprises dans l'émission de Randy Critical. Donc, il le dit ouvertement maintenant. Et voilà la chose que je veux expliquer aux gens. L'Europe ne sera pas autorisée à se remilitariser, bien qu'elle échoue d'une manière ou d'une autre, mais elle continuera à faire ce qu'elle essaye de faire, fournir ce qui reste au régime terroriste ukrainien, afin de continuer à attaquer principalement la population civile russe. La raison est ici, comme vous pouvez le voir vous-même, à partir de toutes ces vidéos, que l'Ukraine n'a essentiellement plus vraiment d'industrie sérieuse. Elle a été complètement désindustrialisée par les frappes russes. Et oui, le gorille de 120 kilos dans la pièce, c'est essentiellement le fait que les Européens essaient de substituer ces installations perdues et ces capacités perdues. Donc, eh bien, ça ne va plus se produire maintenant. Et avant de partir, je veux aussi vous montrer quelque chose. Les Russes, oui, comme vous le savez. Oh, oui, l'économie russe est en lambeaux, vous savez. Alors, que puis-je dire ? Nous avons cette plaque. C'est l'amiral Gromov, la 9e coque du projet, 22 350, la frégate, qui est l'amélioration ultérieure de la classe amiral Gorchkov originale. Celui-là portera toujours 32 missiles de défense aérienne, comme vous pouvez le voir vous-même sur cette photo, qui sont derrière claironnement de gorge, la tourelle. Et bien sûr, cette fois-ci, il porte 24 au lieu de 16 systèmes de lancement vertical, spécifiquement pour toutes sortes de missiles. Comme vous le savez, le MP800 Onyx, le 3M14 calibre et surtout le 3M22 Zircon. Donc, c'est encore la 9e. Une fois la 10e également commandée, la Russie procédera essentiellement à la construction d'un monstre de navire. C'est pas en termes de taille, bien que ce soit significatif, c'est 7600 tonnes, presque 8000 tonnes de déplacement. C'est ce qu'on appelle le GKO amélioré. C'est le projet 20 2350-50. Il portera 64 systèmes de lancement vertical, spécifiquement pour les missiles de croisière, et 64 au lieu de 32 missiles de défense aérienne, y compris ceux qui sont les missiles 40 N60 et 60 N60, qui sont des missiles à portée de 4 km du complexe Squatre-Seine. Ce sont donc claironnement de gorge 64 plus 64,
128 systèmes de lancement vertical. Et encore une fois, ce ne sont pas des Tomahawk. Ce sont des missiles sacrément effrayants. Et surtout quand on en vient essentiellement à l'AE, dernière version du E, Zircon 3M22, qui sera le 3M22M, je suppose, et qui aura une portée supérieure à 2500 km avec une vitesse maximale de 10+. Ce sont donc des missiles effrayants. Et oui, fondamentalement, les Russes sont déjà arrivés à la conclusion selon laquelle vous n'avez pas besoin de construire tous ces gigantesques porte-avions, parce que dans une vraie guerre en haute mer, à Dieu ne plaise que nous y allions, ce sera fait, oui, vous ne serez rien de plus qu'une cible prestigieuse et grosse si vous naviguez quelque chose comme 103 000 tonnes métriques d'un, disons, Gerald Ford, qui est en cours de démontage pendant que je parle, de retour à la base, parce que claironnement de gorge, le concept a lamentablement échoué. Et c'est toute une autre histoire, mais je ne vais pas vous torturer davantage, étant donné que c'est le week-end. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est une sorte de résumé chaud de la situation, pour ainsi dire, mais comme toujours, ceux qui aiment ce que je fais, veuillez vous abonner à ma chaîne. Et ceux qui peuvent se le permettre, veuillez me soutenir sur Patreon ou m'offrir un café aussi. Ça me permettra de rester dans ce business. Alors, passez un bon week-end et je vous parle plus tard, les amis. Voilà. Voilà ce que vous venez d'entendre. Et maintenant, je vais vous donner l'analyse que cette vidéo mérite vraiment. Parce que ce qui a été dit là, c'est dense, c'est factuel, et ça touche à des dynamiques géopolitiques profondes que les grands médias n'abordent jamais avec cette clarté. Alors, décortiquons tout cela ensemble. La visite de Donald Trump en Chine, ces 14 et 15 mai 2026, a été saluée comme historique dans les communiqués officiels, mais regardons les faits. Les réunions se sont terminées sans qu'aucun accord substantiel n'ait été annoncé sur les questions clés, bien que Trump ait déclaré que beaucoup de problèmes différents avaient été réglés. Et aucun communiqué conjoint, aucune conférence de presse commune. Deux communiqués qui se lisent différemment, l'un américain, l'autre chinois. Ce silence conjoint n'est pas anodin. Dans la diplomatie internationale, la conférence de presse commune est le symbole d'un accord réel. Son absence signale l'inverse. Et cela nous ramène à la question centrale. La Chine a soulevé ce qu'elle considère comme une ligne rouge Taïwan, une île autonome que Pékin revendique comme une partie de son propre territoire. Dans une déclaration chinoise sur la visite, Xi a souligné que si la question de Taïwan était mal gérée par l'Amérique, elle pourrait mettre la stabilité des relations Chine-États-Unis en péril. Et Trump, lui, qu'a-t-il dit ? Trump a déclaré que le contrat en attente de vente d'armes de 14 milliards à Taïwan était un très bon outil de négociation. Il a dit « Je ne l'ai pas encore approuvé, je vais voir ce qui se passe, je le mets en suspens, cela dépend de la Chine. Cela dépend, c'est vraiment un très bon outil de négociation pour nous, franchement. » Je dois m'arrêter ici un moment parce que ce que vous venez d'entendre est d'une portée considérable. Pendant des décennies, la politique américaine envers Taïwan reposait sur un principe absolu, la strategic ambiguity, ce qui signifie ne jamais dire clairement si on défendrait ou non Taïwan militairement. Mais une chose était constante, les ventes d'armes n'étaient pas négociables avec Pékin. Ce n'est pas quelque chose que les États-Unis devraient faire. Nous ne devrions pas être dans le commerce de la négociation des ventes d'armes à Taïwan avec Pékin. Et nous ne devrions pas voir la relation de l'Amérique avec Taïwan comme étant, en quelque sorte, une partie de la relation États-Unis-Chine. Voilà ce que la doctrine disait jusqu'à hier. Et Trump vient de retourner cette doctrine en carte de poker. Historiquement, c'est une rupture sans précédent depuis les accords de Shanghai de 1972, quand Nixon et Kissinger avaient posé les bases de la normalisation sino-américaine. À l'époque, les États-Unis avaient renoncé à reconnaître formellement Taïwan comme État souverain, mais avaient maintenu la vente d'armes comme un pilier intouchable. En 50 ans,
aucun président n'avait aussi ouvertement mis cette ligne en jeu dans une négociation commerciale. Et Trump ne cache même pas le calcul. Trump a déclaré que Xi avait accepté d'acheter initialement 200 avions Boeing, chiffre qui pourrait atteindre 750 avions si tout se passe bien. Voilà, 200 avions contre l'abandon potentiel de Taïwan. C'est ça la diplomatie de l'art du deal. Et on s'étonne ensuite que le monde se fragmente. Trump a déclaré à Fox News que la Chine commanderait 200 avions Boeing, ce qu'il a dit être plus que les 150 unités que la compagnie avait espérées, mais c'était moins de la moitié des 500 avions que beaucoup anticipaient initialement. Et là, c'est aussi instructif. La construction et la livraison des avions pourraient être incertaines à court terme, cependant, sur la base d'accords précédents. Lors de la visite de Trump au Moyen-Orient l'année dernière, la Maison-Blanche avait salué un accord d'une firme saoudienne de leasing aérien pour acheter 30 avions Boeing. Bien que l'accord entre la firme saoudienne et Boeing ait été signé, la livraison de ces appareils n'est pas prévue avant 2032. Ce qui signifie que ces annonces spectaculaires sont souvent des coups de communication autant que des transactions réelles. Mais le fond de l'affaire, c'est cela. La Chine sait exactement ce qu'elle fait. Elle comprend que Trump a besoin de victoires médiatiques. Elle lui donne les titres dont il a besoin, pendant que, sur Taïwan et sur l'Iran, elle ne cède strictement rien. Permettez-moi de vous rappeler l'effet brut, parce qu'il est facile de sous-estimer ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz en ce moment. Le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz, un point de passage maritime majeur pour le commerce mondial de l'énergie, a été largement bloqué par l'Iran depuis le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé une guerre aérienne contre l'Iran et assassiné son guide suprême, Ali Khamenei. Voilà le contexte. Ce conflit n'est pas tombé du ciel. Les tensions entre l'Iran, les États-Unis et Israël se sont intensifiées dans la période précédente 2026, résultant de l'échec des négociations nucléaires à Genève et d'un précédent conflit aérien de 12 jours en 2025. Ce qui signifie que l'agression de février 2026 était prévisible. Elle a été choisie et les conséquences sur les marchés mondiaux sont absolument colossales. La guerre en Iran de 2026, y compris la fermeture du détroit d'Ormuz, a conduit à ce que l'Agence internationale de l'énergie a caractérisé comme la plus grande perturbation de l'offre dans l'histoire du marché pétrolier mondial. Le conflit a fait écho à la crise énergétique des années 70, avec des pénuries aiguës d'approvisionnement, des volatilités monétaires, de l'inflation et des risques accrus de stagflation et de récession. Pour bien comprendre ce que cela signifie, revenons en arrière. Le choc pétrolier de 1973, après la guerre du Kippour, avait vu les prix du pétrole quadrupler en quelques semaines. Il avait déclenché une récession mondiale, forcé les États-Unis à repenser toute leur politique énergétique et conduit à la création même de l'Agence internationale de l'énergie. Les analystes d'aujourd'hui comparent la situation actuelle à ce précédent, mais en pire. Suite à la fermeture du détroit d'Ormuz le 4 mars 2026, les exportations de pétrole et de GNL ont été immobilisées, causant une envolée du Brent dépassant 120 $ le baril et forçant Qatar Energy à déclarer la force majeure sur toutes ses exportations. Et ce n'est pas seulement le pétrole. Le Golfe arabique est le hub central de l'agriculture mondiale, représentant au moins 20% de toutes les exportations maritimes d'engrais. La dépendance est encore plus aiguë pour l'urée, l'engrais azoté le plus utilisé au monde, dont 46% du commerce mondial provient de la région. Ce qui signifie que derrière la crise énergétique, il y a une crise alimentaire qui couve. Et l'Europe, dans tout ça, la guerre a précipité une deuxième crise énergétique majeure pour l'Europe, principalement à travers la suspension du GNL qatari et la fermeture du détroit d'Ormuz. Le conflit a coïncidé avec des niveaux historiquement bas de stockage de gaz européen, estimés à seulement 30% de la capacité, après un hiver 2025-2026 rigoureux, entraînant une quasi-multiplication par 2 des prix du gaz néerlandais TTF,
à plus de 60 € par mégawattheure à mi-mars. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Trump et Xi ont dit sur l'Iran lors de leur sommet de Pékin? Sur l'Iran, Trump a dit que lui et Xi se sentaient très similaires dans leur volonté de mettre fin à la guerre et d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Nous nous sentons très similaires sur l'Iran. Nous voulons que ça se termine. Nous ne voulons pas qu'ils aient une arme nucléaire. Nous voulons que le détroit d'Ormuz soit ouvert. Nous le fermons maintenant. Ils l'ont fermé et nous l'avons fermé par-dessus eux. Je vous laisse savourer cet aveu. Trump dit « nous le fermons maintenant ». Ce qui signifie que les États-Unis participent activement au blocage d'une voie maritime qui représente 20% des échanges mondiaux de pétrole. Et il s'en étonne ensuite. C'est comme mettre le feu à une maison et se plaindre de la fumée. Et la Chine, dans tout ça, joue une partie extrêmement fine. Il est certainement dans l'intérêt de la Chine de voir les États-Unis coincés dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient, perdant leur influence diplomatique et usant leur puissance militaire à l'autre bout du monde. Mais le fait est que la crise énergétique et la crise économique émergeant du détroit d'Ormuz ont des implications majeures pour la Chine, ce qui signifie que Pékin joue sur les deux tableaux simultanément. Elle laisse les États-Unis s'épuiser tout en gérant les effets collatéraux sur sa propre économie. Avec le trafic de pétrolier à Ormuz toujours restreint, les pertes cumulées d'approvisionnement en pétrole des producteurs au Moyen-Orient dépassent maintenant 1 milliard de barils. La perturbation du transit via le détroit d'Ormuz a réduit les approvisionnements en GNL du Qatar et des Émirats arabes unis de plus de 300 millions de mètres cubes par jour depuis le 1er mars, ce qui représente une perte de plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz par semaine. 1 milliard de barils perdus. Ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est une fracture dans le système énergétique mondial qui va prendre des années à refermer. L'Energy Independence Bill est une loi annoncée dans le discours du roi le 13 mai 2026 qui interdit définitivement les nouvelles licences d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. Voilà. Au moment précis où la guerre en Iran et la fermeture consécutive du détroit d'Ormuz ont conduit à des perturbations significatives de l'approvisionnement mondial en pétrole, avec des prix du Brent dépassant 100 puis 120 $, le baril, le Royaume-Uni décide d'interdire définitivement toute nouvelle exploration en mer du Nord. C'est le paradoxe de notre époque, résumé en une seule loi. Le pétrole et le gaz représentent encore approximativement les 3/4 du mix énergétique britannique. Et la majorité de ces combustibles sont désormais importés de l'étranger, ce qui signifie que les bénéfices en termes de création d'emplois et de recettes fiscales liées à l'extraction et au raffinage vont à d'autres pays plutôt qu'aux travailleurs britanniques et à l'État. Et pourtant, le gouvernement travailliste maintient le cap. Russell Borthwick, directeur général de la Chambre de commerce d'Aberdeen et Grampian, a déclaré « Nous ne pouvons pas avoir l'indépendance énergétique en nous rendant plus dépendants du pétrole et du gaz importé. Une interdiction permanente de nouvelles licences enverrait un signal dévastateur aux investisseurs au pire moment possible. Cela risque d'accélérer la perte de talents de classe mondiale, de capacité dans la chaîne d'approvisionnement et de capital privé du Royaume-Uni. Et en face, regardez ce que fait la Norvège. En réponse à la demande accrue et à l'instabilité géopolitique, la Norvège, autre producteur d'énergie en mer du Nord, a approuvé des plans en mai 2026 pour rouvrir 3 champs gaziers qui avaient été fermés depuis des décennies, ce qui signifie que le voisin immédiat du Royaume-Uni fait exactement l'inverse, au même moment, en réponse aux mêmes pressions géopolitiques. C'est la démonstration parfaite que 2 logiques différentes coexistent en Europe, une logique de réalisme stratégique et une logique idéologique déconnectée du réel. Et l'Allemagne ? Son industrie chimique, jadis l'une des plus puissantes du monde, est en train de disparaître. La crise a encore affecté la production industrielle au Royaume-Uni et dans l'UE,
où les producteurs de produits chimiques et d'acier ont imposé des surcharges allant jusqu'à 30% pour compenser la hausse des coûts de l'électricité. Il faut remettre cela dans son contexte historique. L'Allemagne avait bâti sa puissance industrielle du XXe siècle sur 2 piliers. Son accès à l'énergie bon marché, d'abord via le charbon de la Ruhr, puis via le gaz russe. La rupture avec le gaz russe en 2022 avait déjà porté un coup terrible. La fermeture du détroit d'Ormuz porte le second, et Berlin, au lieu de diversifier réellement ses sources d'énergie, continue de suivre une politique dictée par des impératifs idéologiques plutôt qu'industriels. Pensez à ce qu'aurait dit Bismarck, le chancelier de fer qui avait construit l'unité allemande sur le pragmatisme absolu, qui avait dit que la politique est l'art du possible, aurait été horrifié de voir ses successeurs sacrifier l'industrie du pays sur l'autel d'objectifs climatiques dont les délais sont incompatibles avec les urgences énergétiques du moment. Parlons maintenant de ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Et là, je dois vous demander de regarder les faits avec froideur, sans les émotions que les médias mainstream essaient de vous inculquer dans un sens ou dans l'autre. Les Russes avancent. Chaque semaine, de nouveaux villages et de nouveaux territoires passent sous contrôle russe. Les zones de Zaporijia, de Kharkiv, de Donetsk voient des mouvements constants. Et les récits officiels ukrainiens et occidentaux sur les contre-attaques victorieuses ne correspondent pas aux cartes. Dans les oblasts de Dnipropetrovsk et de Zaporijia, 44 localités ont été soumises à des évacuations obligatoires en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, affectant quelques 3000 enfants et familles. Ce n'est pas le signe d'une situation stabilisée. Et les frappes russes ont atteint une intensité sans précédent cette semaine. Une énorme vague de frappes russes de nuit a ciblé la capitale ukrainienne Kiev, tuant au moins 25 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que la Russie avait tiré plus de 1560 drones sur l'Ukraine depuis le début de mercredi, ce qui en fait la plus grande attaque aérienne sur l'Ukraine en l'espace de 2 jours depuis le début de la guerre. Et pendant ce temps, les capacités industrielles ukrainiennes continuent de s'éroder sous les frappes russes systématiques, ce qui signifie que la dépendance de Kiev envers les livraisons occidentales augmente, alors même que les capacités de production européennes sont elles aussi sous pression à cause de la crise énergétique déclenchée par la fermeture du détroit d'Ormuz. Il y a une logique implacable dans tout cela. La Russie a structuré son complexe militaro-industriel pour une guerre longue. Elle produit des missiles, des drones, des obus à des cadences que l'Occident ne peut pas égaler. Et les sanctions censées l'effondrer économiquement ont en réalité, et c'est là une ironie historique majeure, accéléré la reconversion de son économie vers une économie de guerre autosuffisante. Pensez-y. En 1919, les bolcheviks avaient survécu à l'intervention militaire de 14 nations étrangères grâce à une économie de guerre centralisée. En 1941 à 1945, l'Union soviétique avait réussi à déplacer ses usines derrière l'Oural tout en maintenant une production militaire supérieure à celle de l'Allemagne nazie. La capacité de la Russie à mobiliser son économie en temps de guerre est une constante historique que les stratèges occidentaux ont, sûrement par arrogance, décidé d'ignorer. Et les BRICS, la vidéo évoque la question de l'Inde et de sa position lors de la guerre contre l'Iran. C'est une question légitime, mais il faut comprendre que les BRICS ne sont pas une alliance militaire. Ce sont, pour l'instant, des partenaires économiques qui partagent un intérêt commun dans la dépréciation de l'hégémonie du dollar. Et cet intérêt commun reste intact, quel que soit le comportement de Modi envers Netanyahou. Et là, la Chine joue un rôle absolument central. Le PIB de la Chine a progressé jusqu'à atteindre presque 70% de celui des États-Unis. Et la Chine est devenue un leader mondial dans la transition verte. La Chine a ainsi atteint une capacité de contre-puissance face aux États-Unis. Ce qui signifie que l'équilibre des forces a fondamentalement changé depuis la fin de la guerre froide et que la logique de confrontation unipolaire américaine appartient à un monde qui n'existe plus. Le présentateur soulève un point,
que très peu d'analystes occidentaux osent formuler publiquement. La France se positionne comme la grande puissance militaire européenne. Elle parle d'envoyer des troupes en Ukraine. Elle évoque l'utilisation de ses avions Mirage pour des frappes. Elle se présente comme le bouclier de l'Europe. Mais que vaut concrètement sa dissuasion nucléaire? 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont, statistiquement, à tout moment donné, un seul est en patrouille active. Les Mirage 2000N, vieillissants, capables de porter la SMPA, un missile nucléaire supersonique de portée limitée. Et c'est tout. Comparons avec la Russie. La Russie dispose de la triade nucléaire la plus complète du monde, des missiles intercontinentaux terrestres, des sous-marins de classe Borei portant des missiles Bulava et des bombardiers Tu-160 armés de missiles Kh-100-2. Et ces systèmes de défense aérienne, S-400 et 500, représentent la meilleure protection antimissile disponible au monde. La question que se posent sûrement les stratèges russes, et que personne en Occident ne veut formuler, c'est la suivante. Si la France continue de s'impliquer directement dans le conflit ukrainien, si elle livre des armes qui tuent des soldats russes, si elle fournit des renseignements qui guident des frappes sur le territoire russe, à quel moment cette implication franchit-elle le seuil qui justifie une réponse symétrique? Et cette réponse n'a pas besoin d'être nucléaire pour être dévastatrice. Les missiles Zircon, avec leur vitesse de Mach 10, leur portée de plus de 1500 km dans leur version actuelle, et leur quasi-invulnérabilité au système de défense existant, représentent une capacité de frappe conventionnelle qui n'a pas d'équivalent en Occident. Ce qui signifie que la Russie n'a même pas besoin de franchir le seuil nucléaire pour neutraliser des cibles stratégiques en Europe. La frégate de classe amiral Gorchkov améliorée, évoquée dans la vidéo, mérite qu'on s'y attarde parce qu'elle illustre un changement de paradigme dans la pensée navale mondiale. Pendant des décennies, la puissance navale américaine était incarnée par ses porte-avions. Les classes Nimitz, puis Gerald Ford, avec leurs 100 000 tonnes de déplacement, leurs dizaines d'avions embarqués, leurs escortes de destroyers et de sous-marins, symbolisaient l'omnipotence militaire américaine. Mais cette vision appartient à une époque où les missiles antinavires avaient des portées limitées et des vitesses subsoniques. L'avènement des missiles hypersoniques, dont le Zircon russe est le représentant le plus avancé, change tout. Un porte-avions, aussi massif et imposant soit-il, devient une cible si un missile hypersonique à Mach 10, tiré depuis plus de 1500 km, peut le frapper avant que la moindre contre-mesure ne soit activée. Et c'est exactement ce que les Russes ont compris. Au lieu de construire des monstres de prestige qui coûtent 20 milliards de dollars pièce et qui sont vulnérables aux nouvelles technologies, ils construisent des frégates relativement petites à 7600 tonnes, mais armées de 128 tubes de lancement vertical. Ce qui signifie que pour un dixième du budget d'un Gerald Ford, vous obtenez une plateforme de frappe qui est, dans les faits, plus dangereuse dans un contexte de guerre de haute intensité. C'est le même principe qui a guidé le développement des drones ukrainiens, d'ailleurs. L'asymétrie des coûts. Un drone de 100 000 € peut détruire un char de 5 millions. Un missile Zircon de quelques millions d'euros peut neutraliser un porte-avions de 20 milliards. L'économie de la guerre moderne favorise systématiquement les armes de précision longues portées sur les plateformes lourdes et coûteuses. La vidéo cite une étude du Pew Research Center montrant que 59% des Américains estiment que les meilleures années de leur pays sont derrière eux. C'est un chiffre qui mérite d'être contextualisé. Historiquement, les grands empires ont traversé des cycles de montée en puissance, d'apogée, de stagnation, puis de déclin. L'Empire romain a connu son apogée sous les Antonins au IIe siècle. Son déclin s'est étalé sur plusieurs siècles. L'Empire britannique a atteint son zénith territorial vers 1920 et avait cédé la quasi-totalité de ses colonies d'ici 1965. Le déclin américain, lui, commence probablement avec les guerres d'Irak et d'Afghanistan, deux conflits perdus politiquement malgré une supériorité militaire écrasante. Ce qui caractérise le déclin américain actuel,
c'est qu'il est simultanément économique, militaire, politique et moral. Économique. La dette américaine dépasse 36 000 milliards de dollars et les déficits annuels sont structurels. Militaire. L'incapacité à produire des munitions suffisantes pour soutenir simultanément l'Ukraine et une confrontation dans le Pacifique a été documentée par les propres rapports du Pentagone. Politique. La polarisation interne aux États-Unis atteint des niveaux sans précédent depuis la guerre civile. Morale. La confiance des Américains dans leurs institutions est à son plus bas historique. Et la guerre en Iran représente, dans ce contexte, un moment de vérité supplémentaire. Les États-Unis ont lancé une opération militaire contre l'Iran, sans parvenir à rouvrir le détroit d'Ormuz, sans renverser le régime et sans obtenir le soutien de leurs alliés traditionnels. C'est un échec stratégique objectif. Permettons-nous ici une digression historique cruciale, car ce n'est pas la première fois que l'Iran utilise le détroit d'Ormuz comme levier de pression. En 1987 et 428, pendant la guerre Iran-Irak, les États-Unis avaient mené l'opération Ernest Will pour escorter des pétroliers kovéïtiens rebaptisés sous pavillon américain à travers le golfe Persique. En avril 1988, l'opération Praying Mantis avait vu la marine américaine détruire 2 plateformes pétrolières iraniennes et plusieurs navires de guerre. L'Iran avait reculé, mais c'était une époque où les capacités militaires iraniennes étaient infiniment plus limitées. Aujourd'hui, l'Iran a passé 35 ans à développer une stratégie de guerre asymétrique spécifiquement conçue pour rendre le détroit d'Ormuz inexpugnable à la puissance navale américaine conventionnelle. Des milliers de missiles antinavires, des capacités de pose de mines étendues, des drones marins, des sous-marins miniatures, des batteries côtières. La vaste côte perse du golfe de l'Iran et ses capacités militaires ont donné à l'Iran la capacité potentielle de projeter son pouvoir dans toute la région, y compris en menaçant la libre circulation des ressources énergétiques. Et c'est là que réside la limite fondamentale de la puissance américaine. Dans un espace naval aussi contraint que le détroit d'Ormuz, large d'à peine 33 km dans sa partie la plus étroite, les porte-avions ne peuvent pas manœuvrer. La saturation par des missiles subsoniques et supersoniques est possible. Et la Russie a, depuis des décennies, partagé ses technologies de missiles anti-navires avec les partenaires stratégiques qui en avaient besoin. Voilà. Je pense que vous avez maintenant une image beaucoup plus complète de ce que cette vidéo dit et surtout de ce qu'elle ne dit pas mais implique. Nous vivons un moment de bascule. Pas une crise passagère, pas un simple soubresaut géopolitique. Une transformation structurelle de l'ordre mondial que nous avions connue depuis 1945, la Pax Americana, ce qui signifie la paix imposée par la domination américaine, touche à sa fin. Non pas parce que des forces malveillantes ont conspiré pour la détruire, mais parce que les fondements économiques, militaires et moraux qui la soutenaient se sont progressivement érodés. Et dans cette transition, plusieurs acteurs jouent un rôle déterminant. La Russie, qui a absorbé la pression occidentale et maintenu sa cohérence stratégique, malgré les sanctions et l'isolement. La Chine, qui a construit méthodiquement sa puissance économique et technologique, tout en évitant les pièges de l'aventurisme militaire. Et l'Iran, qui a démontré, au prix de sacrifices énormes, que la puissance d'un État ne se mesure pas seulement à la taille de son budget militaire, mais aussi à sa capacité à tenir debout face à l'adversité et à contrôler les points géographiques décisifs. En face, nous avons des dirigeants européens qui interdisent leurs propres puits de pétrole pendant une crise pétrolière mondiale. Des stratèges américains qui gèrent la question de Taïwan comme une carte de négociation commerciale. Et des marchés financiers qui commencent à intégrer progressivement que l'ordre du monde dans lequel ils opéraient depuis 80 ans est en train de se modifier en profondeur. Ce que cela signifie pour vous, pour nous, pour nos sociétés, cela signifie qu'il faut suivre ce qui se passe avec une rigueur analytique que les médias mainstream ne vous offrent plus.
Cela signifie qu'il faut comprendre les connexions entre la fermeture du détroit d'Ormuz et le prix du pain dans votre supermarché. Entre les avances russes en Zaporizhzhia et les décisions budgétaires des gouvernements européens. Entre le contrat Boeing, signé à Pékin, et la sécurité future de Taïwan. Et c'est exactement pour cela que cette chaîne existe. Pour vous donner les clés d'analyse, les références historiques, les connexions entre les événements que vous ne trouverez pas ailleurs. Alors, si ce contenu vous a apporté de la valeur, partagez-le, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.